Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Le but de cette émission, ça va être de comprendre, grâce à un exemple et des illustrations, le fonctionnement de ce fameux procédé. Dans l'exemple qu'on considère aujourd'hui, on va se donner pour but de construire une base orthonormée de R de 2x pour le produit scalaire que voici. L'idée de base, ça va être de considérer la famille libre, et même la base d'ailleurs, 1x de R de 2x comme point de départ. Autrement dit, pour construire une base orthonormée, je vais déjà partir d'une base et me dire qu'il ne restera plus qu'à faire en sorte que ce soit une base orthonormée. La première étape, ça va être de poser U1 tilde égale E1 qui vaut 1. Donc les vecteurs de la base canonique de R de 2x, je vais les appeler E1, E2, E3, et je vais essayer de prétendre que comme premier vecteur, je peux choisir tout simplement le vecteur E1. Alors quel serait l'inconvénient potentiel ? Peut-être qu'il ne va pas être de norme 1, c'est pour ça que je vais l'appeler U1 tilde. S'il est de norme 1, je l'appellerai U1. Donc on va calculer sa norme, on va calculer le carré de sa norme, d'ailleurs c'est plus pratique, dire que ça fait l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois 1 dt, donc de dt, et ça vaut 1. Donc finalement la norme du vecteur qu'on a voulu choisir au départ vaut 1. Donc on peut choisir tout simplement U1 est égal à U1 tilde qui vaut 1. Donc voilà notre premier vecteur normé. La difficulté principale du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt se situe à cet endroit. Que faire à présent ? Pour comprendre ce qu'il faut faire ensuite, on va faire un dessin. Et peu importe s'il ne représente pas exactement la réalité. Bien entendu, je ne peux pas représenter des polynômes sur un dessin, mais je peux quand même essayer de faire un dessin qui ressemble à ce que je faisais au lycée. Alors je vais représenter le vecteur U1 sur l'axe horizontal, de manière tout à fait arbitraire, ainsi que le vecteur E2, duquel j'aimerais bien partir pour construire mon deuxième vecteur. Ce vecteur, génériquement, a priori devrait partir un peu de travers. Ce que je veux dire, c'est que il va y avoir potentiellement un défaut d'orthogonalité. Il n'y a aucune raison, a priori, pour que E2 soit orthogonal à U1. Et d'ailleurs, si tu fais le calcul du produit scalaire entre 1 et x, tu trouveras une quantité non nulle. La question qu'on va se poser ici, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait exactement que ces vecteurs sur le dessin ne sont pas orthogonaux ? Eh bien on peut l'identifier de cette manière-là. On peut dire que si je considère le projeté orthogonal de E2 sur la droite vectorielle engendrée par U1, j'obtiens une petite composante comme ça qui est collinéaire à U1, et c'est parce que cette composante est non nulle qu'il y a un défaut d'orthogonalité. Autrement dit, les vecteurs vont être orthogonaux si et seulement si cette composante P est égale à 0. Donc cette composante-là est gênante. Je souhaite la retirer. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va poser U2 tilde qui est égal à E2 auquel j'ôte cette composante P. De telle manière à ce que maintenant U2 tilde soit orthogonal à U1. Maintenant, tu as des raisons de protester. Tu vas me dire, mais cette composante P, du coup je la connais pas, ça me rajoute une inconnue en plus. Alors on va essayer de la calculer. On va dire qu'on va chercher lambda dans R, de telle manière à ce que E2 moins lambda fois U1, scalaire U1, égale 0. Pourquoi je cherche P de la forme lambda fois U1 ? Eh bien c'est parce qu'on voit que sur le dessin, P est collinéaire à U1. Donc je sais que P est de la forme lambda U1. La seule question à laquelle on doit répondre, c'est trouver la valeur de lambda. Maintenant on se retrouve avec une équation, une inconnue, et par bilinéarité du produit scalaire, je peux tout simplement isoler lambda et me rendre compte que c'est le quotient du produit scalaire de E2 et de U1 divisé par le carré de la norme de U1. Donc ceci, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'émission précédente, dans la deuxième démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, où je t'avais promis que j'allais démontrer à un moment qu'on allait avoir ce quotient-là qui allait apparaître. Voilà maintenant chose faite. Alors ici, dans notre cas, ça se simplifie un peu, puisque comme on a pris le soin de choisir un vecteur U1 qui était normé, eh bien la norme de U1 vaut 1, et donc lambda vaut tout simplement E2 scalaire U1. Donc finalement, U2 tilde, ça vaut E2 moins E2 scalaire U1, U1. Donc ici on peut faire un petit dessin pour illustrer, on imagine qu'il y a un vecteur comme ça E2 qui part de travers, et qu'il y a Marcel qui tire comme ça sur ce vecteur E2 de manière à le redresser. Donc j'appelle ça la manœuvre de redressement de Marcel. Attention ici, tu pourras remarquer que cette manœuvre de redressement ne conserve pas la norme. Le vecteur jaune que j'ai dessiné, il est d'une taille différente du vecteur bleu. Donc ça va nous donner l'idée de procéder en deux étapes. Dans un premier temps, on va utiliser la manœuvre de redressement, et dans un deuxième temps,
on va essayer de faire en sorte que le vecteur obtenu soit de norme 1. Mais le passage le plus difficile, c'est vraiment celui-là, de comprendre cette manœuvre de redressement qui consiste à retirer, finalement, une composante qui nous gêne. Donc ces manœuvres de redressement, on va les indexer par la lettre A, et les lettres B, ça sera pour la normalisation. Donc on va poser U2 tilde qui vaut E2 moins E2 scalaire U1, U1. Donc c'est cette fameuse composante gênante. C'est comme ça que je retiens finalement ce que représente cette quantité-là. On peut aussi dire que c'est un projeté orthogonal si on dispose des moyens qui nous permettent de donner du sens à ces mots-là. On va calculer maintenant ce produit scalaire et dire que E2 scalaire U1, eh bien ça vaut l'intégrale de 0 à 1 de la fonction qui a t associe t, et donc ça vaut 1 demi. Donc on va poser U2 tilde qui vaut x moins 1 demi fois 1, c'est-à-dire x moins 1 demi. Maintenant, on va procéder à une deuxième étape, parce qu'en fait, à ce stade, on n'a aucune idée de la norme du vecteur U2 tilde. Pour cela, on va la calculer. On va calculer sa norme au carré d'ailleurs, c'est toujours plus pratique. On va dire que ça vaut l'intégrale de 0 à 1 de t moins 1 demi au carré. On va développer cette identité remarquable, et intégrer, pour obtenir finalement 1 tiers, moins 1 demi plus 1 quart, c'est-à-dire 1 douzième. Donc maintenant, on va dire que la norme de U2 tilde, c'est 1 sur racine de 12. Et ça vaut 1 sur 2 racines de 3. Je me permets d'attirer ton attention ici sur le fait que la plupart des erreurs de calcul qui sont faites dans le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt viennent du fait qu'on calcule souvent le carré d'une norme et qu'on peut oublier, malencontreusement, de repasser à la racine carrée derrière. Donc ici, on voit que notre vecteur U2 tilde n'est pas de norme 1. Comment pourrait-on faire pour obtenir un vecteur de norme 1 ? Eh bien c'est très simple, on va le multiplier par l'inverse de sa norme. On va poser U2 qui vaut 1 sur la norme de U2 tilde que multiplie U2 tilde. Et ça me donne finalement 2 racines de 3 fois x moins 1 demi. Donc c'est une approche très pragmatique et toujours très simple, beaucoup plus simple que le redressement. Pour normer un vecteur, il suffit de le diviser par sa norme. Si j'ai un vecteur de norme 3, eh bien si je le divise par 3, il deviendra de norme 1. Donc voici notre deuxième vecteur, U2. Alors on va terminer en calculant le troisième. On va poser U3 tilde qui vaut E3, moins E3 scalaire U1 que multiplie U1, donc on imagine qu'on retire la composante gênante sur la droite vectorielle engendrée par U1, et on va aussi retirer E3 scalaire U2, U2, c'est-à-dire la composante gênante sur la droite vectorielle engendrée par U2, qu'on peut à nouveau interpréter comme deux projetés orthogonaux. Là aussi on va procéder très calmement, on va réaliser les calculs des produits scalaires à part, on va dire que E3 scalaire U1 ça vaut l'intégrale de t carré entre 0 et 1, donc ça vaut 1 tiers. Et le produit scalaire entre U3 et U2, ça vaut 2 racines de 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de t cube moins t carré sur 2. Donc ça me donne 2 racines de 3 que multiplie 1 quart moins 1 sixième, c'est-à-dire au final 2 racines de 3 sur 12, ou encore 1 sur 2 racines de 3. Donc finalement, U3 tilde, ça vaut E3, c'est-à-dire x carré, moins 1 tiers fois U1, c'est-à-dire 1, moins 1 sur 2 racines de 3 fois U2, c'est-à-dire 2 racines de 3 que multiplie x moins 1 demi. Et si on développe tout ça et qu'on rassemble les termes, on obtient x carré moins x plus 1 sixième. Donc à nouveau, on va faire suite à la manœuvre de redressement de Marcel en nous assurant d'obtenir un vecteur de norme 1. Donc on va calculer la norme au carré de U3 tilde. Ça va donner l'intégrale de 0 à 1 du carré de t carré moins t plus 1 sixième. Ici on peut développer tout ça, on peut dire que ça donne finalement cette expression-là, en utilisant l'identité remarquable, a plus b plus c, le tout au carré, ça donne la somme des carrés de a, b et c, et de tous les doubles produits. Finalement on peut tout calculer, alors je me suis permis de ne même pas rassembler les termes en t carré, ce qui n'était pas très intelligent de ma part, mais peu importe, c'est fait. On trouve 1 cinquième plus 1 tiers plus 1 36e moins 1 demi plus 1 neuvième moins 1 sixième. Donc là, on sait qu'on est vraiment dans le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Et si tu as regardé jusque-là, c'est que tu es certainement en train d'y prendre goût. On va tout réduire au même dénominateur, sur 180. Donc on va trouver 36 plus 60 plus 5 moins 90 plus 20 moins 30. Et tout cela se simplifie miraculeusement pour obtenir, au final, 1 sur 180. Donc finalement, la norme de U3 tilde, ça vaut la racine carrée de ceci, c'est-à-dire 1 sur racine de 180, qu'on peut simplifier, éventuellement, en 1 sur 6 racines de 5. Donc de la même manière que tout à l'heure dans l'étape 2b, on va considérer U3, qui est
1 sur la norme de U3 tilde que multiplie U3 tilde, et ça donne finalement 6 racines de 5, facteur de x carré moins x, plus 1 sixième. Donc le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt nous assure qu'on a ici une famille qui va être orthonormée, et comme l'espace vectoriel engendré par U1, U2, U3 est le même que l'espace vectoriel engendré par E1, E2, E3, on a donc une famille de 3 vecteurs qui va engendrer R2 de x, qui est de dimension 3, et on obtient donc une base orthonormée de R2 de x. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.